Alors reprenez peut-être Oui. un délégué, c'est un propos. Un délégué, c'est proprement un interlocuteur, oui, pour la hiérarchie de l'usine. Et les rapports avec les chefs sont des fois quand même un peu tendus. Parce qu'en fait, on est un peu rivaux. D'accord. Sachant qu'il y en a un qui est pour l'usine. Il y en a un qui est plutôt là pour faire... il faut que le boulot se fasse d'abord. Il faut qu'il se fasse dans les conditions où il doit se faire, rapidement. Et puis, effectivement, la discipline quand même aussi, parce qu'il y a une discipline minimum à respecter. Alors que le délégué, lui, est quand même... Il se fait l'expression de ceux qui ont quelque chose à réclamer, à se plaindre. Vous voyez, il met un peu des grains de sable dans la machine, quoi. Après, vous n'êtes pas rentré à la Rhodia pour faire grève, absolument. Enfin, l'idée, c'était qu'il y ait du dialogue, de l'échange. Non, comment ça se passe? Quand je suis arrivé à la Rhodia, l'idée du dialogue, non, j'avais plutôt quand même envie d'en découdre. C'est plutôt ça qui m'avait pas... J'avais pas vraiment eu l'occasion de faire beaucoup de grèves dans ma vie de jeune travailleur. J'arrivais à la Rhodia pour me battre. Et pour apprendre. Alors, à Rhodia, je n'ai pas pu tout apprendre. Politiquement, si on ne sort pas de l'usine, si on n'a pas un groupe qui nous forme, à ce moment-là, ce qu'on apprend, c'est quand même... c'est empirique et ça ne repose pas sur des principes théoriques très profonds. Et cette conscience politique, là, elle vous vient d'où, en fait, finalement? Enfin, avoir envie de se battre, avoir envie d'en découdre, entrer dans une boîte pour se dire « je vais me battre », ça vient d'où, tout ça? La conscience politique, je pense que je la tiens quand même un peu de mon père, déjà au départ. Mon père écoutait beaucoup les chroniqueurs de son époque, et mon père avait toujours une opinion à émettre à table avec nous, comme ça. Il n'était pas forcément militant, mais c'était un bénévole dans le village. Mon père était l'organiste du village. Et il avait quelques spécialités, comme d'être capable de tuer un cochon, ce qui n'était pas capable, c'était pas à la portée de tout le monde. Il avait comme ça quelques services qui rendaient à la communauté. Donc je suis parti avec une idée d'un certain rapport avec les autres. Et puis mon frère est rentré de la guerre d'Algérie, mon frère aîné, là, beaucoup plus politisé. Et donc ça m'a quand même autorisé, si vous voulez, à le suivre. Là, j'étais quand même encore dans le sillage d'un aîné, toujours. Et je suis allé à Rhodia pour quitter le sillage de mes aînés, même pour reprendre le sillage des leaders. En fait, j'ai commencé déjà par être un second rôle de qualité, puis avant d'arriver à jouer mon rôle moi-même. Alors expliquez-moi un peu pour ceux qui ne connaissent pas trop la guerre d'Algérie, enfin pour les jeunes générations, comment la guerre d'Algérie politise, enfin qu'est-ce que ça amène la guerre d'Algérie effectivement comme... La guerre d'Algérie, après la guerre d'Indochine, mais la guerre d'Indochine, elle était seulement faite par des engagés. Mais la guerre d'Algérie, sont allés les appeler du contingent, et donc le service militaire a été rallongé jusqu'à 30 et quelques mois. Et là, je peux vous dire, rien que ça provoque quand même au fond de soi une certaine résistance. Pourquoi? Et puis le risque quand même. Et donc, ce frère qui rentre au bout de 30 et quelques mois avait mûri. Voilà. Et donc, il prenait les journaux, il avait sur les raisons de la continuité de la guerre ou de l'arrêt de la guerre des opinions bien arrêtées. Et il est entré dans un parti politique qui était spécialisé contre la guerre d'Algérie, le PSU. De Rocard. En fait, c'est une scission de l'ancienne SFIO qui s'était organisée, distinguée, séparée par l'opposition à la guerre d'Algérie. Voilà. Donc mon frère va au PSU, je le suis. Et là, je rencontre Charles Piaget, je rencontre des militants d'usine, là. Et moi, j'étais toujours pas à l'usine. Ben, j'ai côtoyé des militants d'usine, et c'est là que j'ai senti leur autonomie, l'expression d'une certaine liberté chez eux, de confiance, de force même. Ils étaient rarement impuissants devant quelque chose. Enfin, ils avaient toujours quelque chose à y opposer. Donc ça m'a tenté énormément. Très intéressant. C'est bien ce que d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'enlève mon pull. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Avant que tu tombes dans les pommes, parce que sinon... Oui, non, ça ne pas encore là, mais... On va poursuivre un petit peu là-dessus. Ouais.
comme ça. D'accord. Ça va? Oui, oui. T'es en pleine digestion là? Et puis il y a le doux ronron des frigos. Là. Ouais, oui. Il va tomber, il va dormir. C'est vrai. Bon, on est dans un restaurant, hein, Oui, oui. on est dehors, il y a une voiture, mais bon, voilà. Alors, en fait, la grève, finalement, c'est pour vous, la grève, c'est une expérience de vie? Je n'irai pas jusque-là, à part mai 68 qui a duré un mois. La grève, elle ne dure pas toujours 4 semaines. Alors, ceux qui étaient à Rodia, ça a sûrement bouleversé leur vie pendant 67, hein. Mais en réalité, beaucoup de grèves ne duraient que 2 jours, quelques heures, une après-midi, où ces grèves-là, en réalité, si vous voulez, elles sont plus des motifs syndicaux, que ça ne révèle pas un mécontentement profond des gens, des ouvriers. Il y a des grèves quand même qu'on appelle un peu presse-bouchon, quoi. Vous savez, qui sont commandés. Alors, les gars suivent, les gars le font, il faut le faire, mais ces grèves-là, elles confortent plutôt dans l'idée qu'on aurait pu se passer de l'affaire. C'est pas pareil, hein. Par contre, les grèves qui démarrent sous le coup de la colère, à ce moment-là, ou à partir d'un, comme dans Air France, là, qu'on a vu dernièrement, hein, eh bien, je veux bien croire qu'il y avait des gars quand même très en colère d'apprendre qu'il allait avoir des charrettes, alors qu'Air France, ça semble être une entreprise qu'on ne peut pas couler, hein, il y a l'État, etc. Eh bien, bon. Alors non, là, toutes les grèves ne sont pas aussi formatrices que ça. Mais je voudrais ajouter tout ce que je vous ai dit sur la prise de conscience militante. Il faut y ajouter certainement un profil psychologique qui prédispose à ça. Tous les ouvriers n'étaient pas prêts ni faits pour militer un jour. Et on ne peut pas vraiment expliquer exactement pourquoi, mais c'est comme un peu, tous les gens ne sont pas artistes dans l'âme ou n'ont pas forcément un talent spécial. C'est comme ça, il y en a quelques-uns, pas toujours beaucoup d'ailleurs. D'accord. Et il faut que ce soit vraiment au fond de soi et qu'il y ait des convictions qui viennent de loin. C'est un rôle, militer. Une légitimité, oui, c'est ça. C'est un rôle. Alors, vous pouvez reprendre, j'ai mordu. Oui, non, mais militer, ça correspond à un rôle, et un rôle qu'on joue, non pas sur scène, mais qu'on joue dans la réalité, dans le quotidien, au milieu des gens, et on est jugé pour ça, on est détesté, aimé, ça, c'est selon. C'est intéressant. Et les militants Rodia se battaient pour d'autres usines à Besançon, ou ils s'en tenaient justement juste à leurs problèmes à eux, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même une émulation. Le militant, les sections syndicales de Rodia Sota, CGT, CFDT, elles étaient les instigatrices de ce qui se passait dans beaucoup d'autres usines, oui. Mais au niveau d'autres militants, c'est la classe ouvrière de Rodia qui se battait finalement, sans trop le savoir, pour l'intérêt de tous les autres. Mais les militants aidaient les autres militants, formaient les autres militants, les encadraient même, vous voyez, les entouraient. Et à ce moment-là, ça donnait quand même un milieu assez fécond, mais pas toujours dans la même direction, hein. C'est là que le CPPO et le Parti communiste, finalement, orientaient l'activité, la formation politique de ces militants. Et puis, du côté CFDT, un peu anarcho-syndicaliste, il y avait beaucoup de courants politiques qui se même contredisaient des fois. Hein, il y avait le Parti socialiste, bien sûr, hein, donc il y avait le PSU, puis il y avait beaucoup d'anards. Hein, et puis 68, ça sera les gauchistes, l'extrême gauche. Je me souviens avoir beaucoup espéré du meeting de Charletti, où il y avait Mendès France, Michel Rocard et quelques autres responsables de la CFDT. Mais Charletti, je pensais que c'était la naissance d'un nouveau parti à la gauche du Parti communiste. Puis finalement, ça a été un pétard mouillé, parce qu'après, il n'y a plus rien eu. Ça, c'est des choses qui finalement m'ont perturbé et m'ont poussé à chercher encore un parti politique plus sûr, plus militant que cette extrême gauche un peu composite, quoi. Et un élément à jouer, c'est l'anniversaire de la Commune de Paris, les 100 ans de la Commune de Paris. Alors là, il y a eu quand même, dans tous les
partis politiques, syndicats, il y a eu quand même des soucis de former, d'apprendre, d'honorer finalement la mémoire de ces ouvriers parisiens qui sont morts. C'était donc en 1971. Ça, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Hein. C'est intéressant, ouais, c'est bien, mais ça contextualise un petit peu la vie politique, enfin voilà, la vie politique ouvrière, la classe ouvrière, les différents partis. Comment vous... Donc je continue un petit peu hein, sur la progression. Les films Medvedkin, pour vous, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ce que je vous ai dit un peu, c'est presque trop vu d'un certain point de vue. Alors, vous pouvez reprendre de... Voilà, les films Medvedkin, moi j'en ai entendu parler longtemps après. Pendant que j'étais à l'usine, non. C'est quand j'étais dans la région de Sochaux, parce que j'ai donné un coup de main à mes camarades de lutte ouvrière de Sochaux pendant quelques années en direction de l'usine de Sochaux. C'est énorme. Hein. Là-bas, j'en ai entendu parler, effectivement. Mais leur point de vue, enfin, moi je les ai regardés, à part Colette Magny qui m'a ému, que j'écoute souvent, les ouvriers, vous voyez, qui ont été filmés et qui se plaignent et qui finalement sont des pauvres malheureux ouvriers, non, ça m'a même un peu, par certains côtés, mis en colère, quoi. C'est vrai que les ouvriers ont beaucoup de raisons de se plaindre, mais ils ne font pas que de se plaindre. Et souvent, quand ils se battent, ils ont de la gueule. C'est pas ça, quoi. Voilà. Non, les films, non. Puis j'entendais parler de Paul Seb et de Chris Marker, mais il y en avait d'autres aussi. Hein. Il y en a un qui a fait un film, Mourir à 30 ans, ça m'a autant ému, même si c'est encore plus marginal, parce que là, c'est la Ligue communiste pendant ces années un peu euphoriques, hein, à Paris en plus. Hein. Bon, mais non, je n'étais pas spécialement sensible aux films spécialement consacrés aux ouvriers. Pourtant, ça s'appelait cinéma militant, mais... Voilà. Et c'est vrai que c'est un cinéma militant, mais presque idéologiquement très militant. Il faut un peu partager pour... Bien sûr que ça m'émeut de voir les gars qui pointent, tout ça, moi je l'ai fait, mais bon, s'il n'y avait pas la musique dessus... non, ils étaient bien, les ouvriers, mais dans d'autres circonstances aussi. Hein. Et en quoi ça vous dérange le fait que ce soit du militant, justement, alors que votre envie de vous battre, elle est là, elle est... Voilà. Ce qui me dérangeait dans ce côté militant, c'est qu'il est, je dirais, sans vouloir vexer personne, c'était un peu folklorique. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une... On connaît hein, le fond un peu, comment je pourrais dire, pas esthétique, mais cette vision du monde qu'a le Parti communiste et de ces pauvres ouvriers qu'il faut aider, ça ressort trop. Finalement, un artiste qui n'est pas engagé politiquement dans un parti de ce type peut réaliser quelque chose qui a plus de signification, qui est finalement moins programmatique, et moins idéologique, voilà, à mon avis. Parce qu'en fait, Chris Marker, c'est pas quelqu'un qui adhère au Parti communiste, je crois qu'il n'a jamais adhéré. Après, c'est vrai qu'il filme des gens qui y sont plus ou moins affiliés. Le Parti communiste avait beaucoup de gens autour de lui, comme ça, il n'avait pas besoin qu'ils adhèrent. Beaucoup ont été des compagnons de route du Parti communiste, mais un peu par opportunisme quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui n'auraient jamais été édités s'il n'y avait pas eu les éditions sociales. Et dans les bibliothèques de CE, c'en était plein de ces livres-là. Maintenant, je ne suis pas forcément capable de les juger tous, hein, mais on sentait que c'était quand même un ascenseur social. Et ça inspirait même, voilà. C'est ce qui permet peut-être de sortir de sa condition d'ouvrier. Exactement. Et puis pour moi, à l'époque, peut-être que j'étais trop gauchiste. J'ai commencé à être quand même assez sensible au maoïsme. Mais je n'ai jamais vraiment... Je ne crois pas que j'ai lu le petit livre rouge, mais le maoïsme qui était issu de mai 68, c'est-à-dire spontané, un peu anarchiste aussi. Et finalement, révolté, quoi. Et je me suis politisé par ce PSU qui était de la nouvelle gauche avec la CFDT, qui
qui étaient partisans de ce qu'ils appelaient l'autogestion, sans être vraiment capables de... Mais l'autogestion, c'était un petit peu par opposition à la dictature stalinienne des pays de l'Est. Enfin bon, on trouvait la parade là, on trouvait l'équivalent en plus démocratique, quoi, dans notre esprit. Hein. Donc moi, je suis passé de l'autogestion à la dictature du prolétariat, version trotskiste, quand même après l'affaire Lippe. Après la grève de Lippe, oui. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait la puissance de la classe ouvrière pour vous? Alors, sur la puissance de la classe ouvrière, il y a beaucoup d'idées toutes faites. Les gens qui raisonnent en termes électoralistes, ils pensent toujours au nombre. D'ailleurs, pour beaucoup, il n'y a plus de classe ouvrière parce qu'on la voit très peu, elle est beaucoup plus réduite, minoritaire qu'avant. Mais même minoritaire, la classe ouvrière, elle est archi puissante parce qu'elle est là où se crée la richesse. Quand les ouvriers s'arrêtent, les bourgeois, ils sont, en peu de temps, c'est comme une baudruche qui se dégonfle. C'est-à-dire qu'ils sont là, au tendon d'Achille de la bourgeoisie. Dans les urnes, le nombre, même la grosseur des manifs, c'est pas grand-chose, à côté du fait que les ouvriers sont finalement de la cheville ouvrière de la bourgeoisie. Et ils sont liés l'un et l'autre, et finalement, la bourgeoisie ne peut pas se séparer de ça. Hein, et voilà la force de la classe ouvrière. Et en Russie, en 1905, en 1917, la classe ouvrière n'était présente que dans quelques grosses villes. Sur l'ensemble de la Russie, c'était pas la peine d'en parler. Ce qui faisait que beaucoup pensaient que la paysannerie avait plus de chances de faire la révolution que la classe ouvrière. Ça a été le même débat avec l'Amérique latine. Et puis en plus, il y avait des révoltes paysannes en Amérique latine, au Nicaragua, vous voyez, en Bolivie, Cuba. Tout ça, ça a jalonné et ça faisait l'objet de débats, y compris à Rudiaceta, hein, entre les militants des différents partis. Non, la classe ouvrière, elle est directement le produit du développement du capitalisme. Voilà. Et même avec les robots, il y a toujours quand même, bien sûr, il y en a beaucoup moins d'ouvriers dans les ateliers de Peugeot, mais enfin, un robot tout seul, il n'y a pas de robot pour faire marcher un robot tout seul. Il faut encore, et puis l'électricité, et puis la classe ouvrière, elle est partout. On l'a bien vu en mai 68. Si les syndicats avaient voulu, ils bloquaient tout, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont laissé de l'électricité. Je crois même bien qu'il y a des années qui n'ont pas coupé le courant aux usines. Alors que ça se faisait en 68, ça. D'arrêter pendant quelques heures, y compris dans les usines. Hein, alors qu'après, ils se sont mis à arrêter que dans les quartiers habités. Et puis maintenant, même, on en parle quasiment plus. C'est bien, c'est là sa force. Et puis, excuse-moi, en plus, la classe ouvrière, ce qui multiplie sa force, c'est qu'elle est internationaliste et internationale. Par exemple, la Grèce, là, quand ils ont commencé à se battre, on pouvait être ouvrier français et se sentir quelque chose de commun avec l'ouvrier grec qui se bat, avec l'ouvrier portugais qui se bat. On n'est pas lié au problème du marché national de sa bourgeoisie. Hein, et donc avec la crise actuelle, la crise de l'euro et donc de la dette, cette dette, eh bien, on voit bien que finalement, il pourrait y avoir un état-major dans quelques pays que ce soit et il peut commander la lutte de toutes les classes ouvrières, où qu'elles soient. Et c'est ça, ça peut être une armée aussi puissante que ça. C'est le stalinisme qui a détruit la Troisième Internationale, qui a privé la classe ouvrière d'un état-major central. Et c'est ça le crime, on va dire, du stalinisme. Les gens voient les procès, ils voient les camps de concentration, mais le crime, il est politique. Et cette classe ouvrière, elle peut s'émanciper de cette bourgeoisie, du coup? Est-ce qu'elle peut être autonome selon vous? En réalité, si vous voulez, la classe ouvrière, quand on regarde les révolutions qui se sont passées, elle a toujours été poussée par la bourgeoisie, dans la rue, dans l'action, pour soutenir la bourgeoisie qui est trop minoritaire. Le mouvement chartiste, il est né en Angleterre parce qu'une fraction de la bourgeoisie était écartée du pouvoir. Alors la bourgeoisie, elle a arrêté les métiers, elle a lancé les ouvriers dans la rue. Et au bout d'un moment, avec des revendications démocratiques, les ouvriers se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi défendre leurs propres intérêts. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement chartiste en Angleterre. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement ouvrier. Alors après, ils se sont séparés de la bourgeoisie, et la bourgeoisie s'est vite alliée aux aristocrates pour que tout s'arrête. En réalité, les ouvriers démarrent rarement tout seuls. Mais 68,
il a fallu des mois et il a fallu que l'État français tape un peu trop fort sur ses enfants, les enfants de la bourgeoisie d'ailleurs, pour que les ouvriers finalement réagissent et trouvent que ça faisait trop. Mais vous voyez, c'est pas, il faut pas voir la révolution ouvrière comme le grand soir. Les ouvriers peuvent se mettre en route pour des tas de raisons qui leur sont étrangères au départ, et finalement, c'est après leur capacité à se prendre en main, à se prendre en charge du moment qu'ils sont partis. C'est ça qui se produit dans toutes les révolutions. Donc pour l'instant, il y a peu de chance actuellement là. Tout le monde a les regards tournés vers les urnes, 2017, enfin bon, pour l'instant, c'est le calme plat. Et dans les usines aussi. Selon vous, l'idée de la révolution aujourd'hui est... Ah ben l'idée, ça n'est d'ailleurs jamais l'idée de la révolution qui est à l'origine d'une révolution. Hein, souvent, quand la révolution démarre, les révolutionnaires eux-mêmes ne croient pas, ils sont souvent en retard d'une révolution d'ailleurs. Non, la révolution, elle ne dit pas son nom. Marx, il a une phrase qu'il a reprise d'un grec, je crois, d'un poète grec ou romain, « Bien creusé, vieille taupe ». Quand la révolution qu'on croyait perdue a ressurgi des années après 1848. Mais la révolution, elle creuse aussi aujourd'hui et on sera tous surpris le jour où elle reviendra. Bon, dans les pays riches, il y a encore de la réserve. Hein. Les gens peuvent encore perdre. Puis c'est pas la situation de la guerre de 14. Mais en réalité, les gens ne font pas la révolution, la fleur au fusil, pour avoir plus. Jamais, non, c'est pas ça. Ils font la révolution, le dos au mur, quand il n'y a pas d'autre issue. Et puis la révolution, ça veut dire qu'on va encore perdre, même si on n'a déjà plus grand-chose. C'est pour ça que les révolutions sont rares. Dans une révolution,